Bonjour à tous. Nos excuses pour le petit intermède de préparation. Je laisse tout de suite la parole à Vincent Simonet pour vous présenter son sujet. Merci. Alors, je dis simplement un petit mot d'introduction donc pour cette table ronde au sein de la carte blanche accordée par le Festival de l'Histoire de l'Art à l'Association des conservateurs des monuments historiques, première occurrence du genre, et on espère que ce sera un rendez-vous annuel parce que ce format permet aux conservateurs des monuments historiques de vous présenter des dossiers qui sont aujourd'hui inédits, sur lesquels ils travaillent, qu'ils ont eu l'occasion de découvrir dans le cadre de leur fonction. Et il est vrai que vous pouvez d'ores et déjà vous rendre compte, les sujets inédits ne manquent pas dans le métier des conservateurs des monuments historiques. Ce qui manque plutôt, c'est le temps pour les faire connaître, pour les publier. Donc là, vous avez vu un sujet qui vous parlait d'architecture. Et quelle architecture? Merci Florie, avec le phare de Courdouan. Vous avez vu un sujet qui touche aux arts décoratifs, aux arts de la tapisserie avec Florie. Et vous avez pu vous rendre compte qu'on était non seulement dans un sujet de tapisserie, de tenture de tapisserie, mais aussi dans un sujet d'histoire du décor, d'histoire du goût, dans un château donc, qui abrite ces tapisseries depuis plusieurs siècles, et un château qui en plus possède un fonds d'archives qui explique l'histoire de ces tapisseries. Et bien ça, c'est extrêmement précieux et c'est quelque chose qui ferait rêver un certain nombre de conservateurs de musées du monde entier. Et donc là, on va arriver dans un sujet peut-être plus classique, mais peut-être moins attendu pour les monuments historiques, qui est le sujet du tableau. Le tableau dans le monument, la peinture dans le monument, c'est non seulement la peinture murale, la peinture de décor dans les églises, dans les demeures civiles, mais c'est aussi le tableau de chevalet. On y pense moins. Et dans nos monuments, il n'y a pas que des copies ou que des peintures de décor. Il y a aussi des tableaux d'auteurs qui permettent, quand ils sont étudiés, d'enrichir l'histoire de l'art. Donc assez rapidement, à 3 voix, on va essayer de vous évoquer quelques sujets qui, à travers des dossiers de restauration, mais aussi des dossiers de protection, c'est-à-dire que les conservateurs parfois s'emparent d'un sujet et l'emmènent à l'inscription, au classement, à l'appui d'un dossier d'études, et puis parfois des sujets simplement d'historien de l'art qui, dans le cadre de son travail, arpente son territoire et fait de belles découvertes. Voilà. Donc je passe la parole immédiatement à Vincent Simonet, qui est conservateur des monuments historiques en Normandie et historien de la peinture française et italienne, dirons-nous, du XVIIe siècle. Voilà. Merci beaucoup Hélène. Merci au Festival de l'Histoire de l'Art de Fontainebleau, à l'Association des conservateur des monuments historiques. C'est une grande joie que de présenter ici 2 tableaux seulement. Il faut bien faire un choix, sinon les PowerPoint seraient en nombre surnuméraire. Il faut choisir, il faut trier, c'est parfois douloureux. Il y a un 3e PowerPoint que j'avais préparé. Bon, c'est pas grave, ce sera l'objet d'une... Oui, il est l'objet d'une publication dans Monumental, qui est, comme vous le savez peut-être, la revue des monuments historiques du ministère de la Culture. Et c'est une fresque, et pas seulement une fresque, puisque c'est peint à fresco et à secco d'Omessa, une toute petite église, enfin un tout petit village à côté de Corté, en Corse, où j'étais en poste avant d'arriver en Normandie en 2018. Donc, ça fera l'objet d'une petite publication. Et au passage, je remercie l'équipe de Monumental et en particulier Sylvie Frachon. La Normandie, très différente de la Corse. Vous voyez ici l'allégorie de la foi, enfin ce que je pense être une allégorie de la foi, puisque même le titre, parfois pour les tableaux nombreux qui peuplent nos églises, comme l'a dit Hélène, peuvent avoir des sujets un petit peu énigmatiques. Et je pose la question à Raffaello Vanni à l'église Saint-Valentin de Jumièges. Alors on est à l'église paroissiale de Jumièges et non pas un arbre cachant la forêt, un monument en cachant un autre à l'abbatiale de Jumièges, beaucoup plus connu. On est dans le village. Jumièges, c'est une des boucles de la Seine du côté ouest, en allant sur Duclerc, sur Côte-Bec et sur Le Havre, en fait, pour faire simple, à une 20aine de kilomètres de Rouen. Je ne vous rappelle pas la richesse de Jumièges abbaye, de Jumièges village, et également par ricochet de Jumièges la paroissiale que voici. Voici l'église Saint-Valentin de Jumièges, église classiquement 12e, 13e, 15e pour faire simple.
Sa façade est en mauvais état, vous ne le voyez pas là, elle va être restaurée, elle est en cours, elle est échafaudée. Et donc, ce qui est intéressant ici, et Mathieu et Hélène, vous devez avoir la même chose sur vos territoires, et tous les collègues que j'ai le plaisir de voir devant moi, c'est qu'il y a une contiguïté entre souvent l'abbatiale, l'abbaye très riche, et l'église paroissiale. Et le tableau, je n'ai pas pu faire toutes les recherches que j'aurais voulu, mais il me semble qu'il vient bien de l'abbatiale voisine. Alors, c'est un peu méchant de dire qu'il est trop beau, trop prestigieux, pour avoir été la commande d'une fabrique ou d'un simple prêtre, ou un don d'un paroissien aisé. Mais enfin, on peut penser que c'est un transfuge de l'abbatiale qui est à 200 mètres. Donc le déambulatoire du chœur côté est, vous voyez ici, oui, le tableau, petit teasing, mais vous l'avez déjà vu, il est en fort mauvais état. Mais bon, en fort mauvais état, quoique, parce qu'on voit quand même qu'il a plus que de beaux restes. Quand je l'ai vu, voilà, il n'y avait aucune protection, ben voilà, ça frappe d'évidence. C'est un beau tableau, c'est une très belle œuvre qui sera belle au carré ou au cube, infiniment belle quand elle sera restaurée. Alors quelques petites remarques sur le tableau. Il fait 122 cm par 172, format paysage. Bien sûr, je vais développer l'attribution à Raffaello Vanni. Il était donné à Guido Reni par commodité, puisque tous les tableaux italiens 17e vers 1640 étaient des Guido Reni ou des pierres de Cortone, qui étaient en l'occurrence un peu des arbres italiens cachant la forêt des inconnus. Il n'est pas de Guido Reni, il aurait pu l'être. Et là, j'attire votre attention sur le cadre. Quand j'ai vu ce cadre, avec Masséaoua, Séverine Fontaine, que je salue ici, dont je salue le travail ici, j'ai pensé tout de suite un peu sottement qu'il s'agissait d'un cadre 50. Vous savez, ces cadres qu'on a tous chez soi. Bon, là, il y a les deux moulures 17e qui sont plutôt belles, mais dans l'interstice, il y a un interstice d'une vingtaine de centimètres sablé et doré. Donc, il y a un effet de matière très forte, c'est grenu, et je dis, tiens, c'est un cadre moderne qui se voulait vaguement 17e. Or, un restaurateur de cadre, non pas de cadre, de peinture, me dit, attention Vincent, ça peut être aussi une technique, une mise en œuvre du 17e. Cet effet de sablage du cadre peut très bien avoir existé, et je l'ignore très platement. Et donc, il s'agira, je dis ça pour les gens dans le public qui nous font l'honneur de venir s'intéresser à nos métiers, s'ils ne sont pas tout à fait au courant. Et vous voyez, moi je suis professionnel, je ne le savais pas non plus. Il faut s'interroger sur un cadre. Ce n'est pas parce qu'on peut le rapprocher d'un cadre moderne qu'il n'est pas ancien. Et dans ce cas, il devra faire l'objet de la plus grande importance. Donc ce n'est pas un Guido Reni. Ici, de détails, vous voyez à gauche. Ce qui m'a frappé, c'est cet angelot magnifiquement dessiné à gauche, sans modeler. Et au début, j'ai pensé, vous savez, que l'attribution est faite, si ce n'est pas entièrement, en grande partie d'intuition. C'est une première intuition suivie, comme une poupée gigogne, d'une autre intuition qui corrige la première ou qui la renforce. Moi, j'avais pensé à Romanelli, à Gianfranco Romanelli, qui travaille, comme vous le savez, à la BNF, dans ce qui est la BNF aujourd'hui, le Palais de Mazarin, dans les deux galeries, qui vient à Rouen en 1655, je crois, et qui crée un grand tableau qui est une adoration des bergers avec Saint-Clair et Saint-François pour les franciscaines de Gravelines, qu'on appelle les Gravelines, qui est toujours à Rouen, rue Joyeuse, qui est classé monument historique. Et je trouvais qu'il y avait une plasticité, une souplesse qui était du côté de Romanelli. Bon, vous voyez là, après bien des vicissitudes, le magnifique bleu lapis, et c'est dire la qualité du pigment. Et à droite, vous avez un exemple parmi d'autres du très beau modelé. Ce n'est pas facile à réaliser, ces deux genoux saillants qui crèvent la toile, et de les réaliser tout en réussissant, ça pourrait être complètement raté, cet effet de brocart, ce tissu en relief de brocart ou de damas. Le sujet. Alors là, très rapidement, on est chez Cesare Ripa, l'iconologie, première 1593, traduction française, la première en 1636. Et bien sûr, Ripa s'intéresse à la représentation des vertus théologales, et aussi d'allégories sacrées. Vous avez ici la représentation allégorique de la charité à droite, une femme, la tête couverte de feu et 3 enfants, et à droite, une des représentations possibles, Ripa en retient d'autres, de la foi chrétienne, tenant dans sa main droite, c'est important, une grande croix et un livre qu'on peut identifier à la Bible, peut-être plus précisément qu'au seul Nouveau Testament. Vous avez ici un avatar, si je puis dire, une interprétation très libre par Vermeer de l'allégorie de la foi catholique, tableau catholique dans un pays protestant, luthérien, et donc là vous voyez la croix, mais il y a bien d'autres symboles qui, relèvent d'une interprétation peut-être pas vermeerienne, mais peut-être hollandaise, avec le globe, avec le serpent. Raffaello Vanni, c'est un artiste que je ne connaissais pas très bien,
C'est un siennois, on peut le qualifier de baroque. Vous savez comme moi que le terme de baroque est souvent abusif. On plaque le terme de baroque sur un peintre du Seicento, français du XVIIe siècle ou italien de Seicento. Et là, je pense qu'il représente bien, un peu comme Pierre de Cortone, Pietro Berrettini, qui a été son maître, les caractéristiques de ce qui a quand même un peu de sens d'être appelé baroque. Il naît à la fin du XVIe siècle. Vous voyez, on a une grosse incertitude sur sa date de naissance. Il meurt à Sienne en 1673. Alors, il a fait sa carrière à Rome. Il a été l'élève très tôt à Rome, dans les années 1610, si je ne me trompe, 1620, de Pierre de Cortone. Et il a été fécondé à la fois par le maître, Pierre de Cortone, mais aussi par les plus brillants de ses élèves. Et on songe bien sûr aux deux plus connus, Ciro Ferri et Giambattista Gaoli di Il Baciccio. Et on n'est pas seulement fécondé par son maître, mais on peut l'être aussi par de brillants élèves de l'atelier. À Sauchet-le-Haut, alors là je suis en train de faire un tout petit relevé des tableaux de Raffaello Vanni attestés et non pas attribués à, comme c'est le cas pour le moment de notre triomphe de la foi. Sauchet-le-Haut, parce qu'il y a un Sauchet-le-Bas. Le français est logique parfois. C'est entre Dieppe et le Tréport. C'est donc sur le littoral de la Manche, tout au nord de la Seine-Maritime. C'est l'église paroissiale, une petite église. Et alors là, vous voyez cette église 15e, 16e, qui a été ajoutée, à laquelle on a ajouté, qui a été amplifiée d'un porche. Eh bien, à la contrefaçade, ce mur-là, à l'intérieur, en hauteur, est suspendu ceci. Vous avez ici la laideur du dispositif. Le tableau repose. Monsieur Rickner, qui est là, va s'égosiller, il va aller voir le maire et les monuments historiques. C'est assez épouvantable, c'est posé sur une sablière, accroché comment on ne sait pas. Je ne critique personne, le tableau est là, il a été restauré dans les années 80, c'est pas si mal. Mais il est, vous voyez, sur ce lambris qu'on appelle parfois frisette, qui est assez affreux, il n'y a pas de cadre, alors qu'il mériterait un cadre aussi beau que lui. Vous avez ici un massacre des innocents qui nous vient du cardinal Giancarlo Médicis, qui avait des attaches en Seine-Maritime et qui a été abbé de l'abbatiale de l'abbaye de la Trinité de Fécamp. Et ce tableau reprend un thème purement cortonesque, puisqu'on a ici la citation pure et simple presque, non pas pure et simple, mais enfin la citation d'un enlèvement des Sabines de Pierre de Cortone, qui est, si je ne me trompe, au musée du Capitole à Rome, et dont il y a en France une très belle copie dans le salon de compagnie du Palais Borelli à Marseille. Donc là, on a le massacre des innocents, ce n'est pas l'enlèvement des Sabines, c'est une scène du Nouveau Testament, mais enfin, ça doit beaucoup au maître, en 1652, ça doit beaucoup au maître de Raffaello, qui était Pierre de Cortone à Rome. En musée, là je remercie Diedrich Bacqueus du musée des Beaux-Arts de Rouen, dont bien sûr la Drac de Normandie, le site de Rouen et Oisine. Un beau repos pendant la fuite en Égypte avec le Petit Saint-Jean et des anges, très cortonesque aussi, proche de Ciro Ferri. Au musée Fesch d'Ajaccio, il y a deux tableaux qui traitent le même sujet différemment, mais un peu dans cette sensibilité extrêmement poétique, un dessin, j'ai envie de dire parfait. Mais qu'est-ce qu'un dessin parfait? Un modelé parfaitement réalisé, une attention très forte portée à l'histoire naturelle, à la flore. Bref, donc là on est proche et de Cortone et de plusieurs de ses élèves, Ferri et Gaoli, mais plus encore Ferri. Et il y a deux tableaux qui ne sont pas une paire, mais d'une série vraisemblablement, ce sont les collègues d'Angers du musée des Beaux-Arts qui me l'ont dit, une très belle série qui aurait pu, j'y pensais ce matin, figurer à l'exposition sur Proust et le judaïsme qui a lieu en ce moment au musée d'art et d'histoire du judaïsme, puisqu'il y a le très beau Évanouissement d'Esther d'Antoine Coipel du musée du Louvre. Et donc ce sont deux tableaux d'une série, l'histoire d'Esther, Mardochée comblé d'honneur par Assuérus, donc le roi de Perse, dans un format plus petit que notre allégorie de la foi, Angers, dans un très beau coloris. Il a été restauré il y a peu, il y a une quinzaine d'années je crois, si je me souviens bien. Et il y a ici Esther devant Assuérus, autrement dit l'évanouissement d'Esther. Tableau sublime, tableau de Raffaello Vanni, et là c'est pas une attribution du musée, c'était dans les archives, c'est sûr. Voilà. Alors les dessins, il se trouve que je ne connaissais aucun dessin de Raffaello Vanni, et Fine Arts Paris a lieu en 2019, et je fais passer le tableau en commission régionale du patrimoine et de l'architecture 3e section pour qu'il soit inscrit. Il y a eu un vœu de classement, donc là on en est au vœu de classement, il va passer en CNPA, et puis je rencontre quelqu'un que vous connaissez sans doute, certains d'entre vous, Jean-Christophe Bottequin, un bon expert de la peinture italienne, du dessin. Et il se trouve que sur le stand de Raton-Ladrière pour qui il travaille, il y a dans ce catalogue des dessins, qu'est-ce que je vois sur la couverture? Eh bien, cette belle figure à la sanguine
Non, c'est pas celle-ci, je me trompe, parce que ça sera l'autre figure. Mais enfin, en novembre ou en octobre 2019, ils avaient à vendre cette belle figure féminine. Alors malheureusement, ce n'est pas la photo du dessin lui-même, la photo de sa reproduction dans le catalogue. Il se peut qu'il s'agisse d'une sibylle, figure monumentale, parfaitement dessinée, bien modelée, qui relèverait presque du dessin d'un sculpteur. Sibylle lisant, peut-être sibylle. Voilà. Et il y a un grand nombre d'analogies dans la définition de l'anatomie féminine, des plis, des drapés, et notamment du percement, enfin ce que j'appelle le percement du genou droit, par rapport à notre peinture. Le livre, l'attitude de la figure, ce genou droit traité en réserve, ou à la craie blanche, qui crève l'écran et qui a une forte tridimensionnalité. Un autre dessin qui est au Louvre, voilà. Oui, je vais accélérer. Et notre tableau. Donc ce tableau, en toute modestie, je l'attribue avec l'aide que je salue ici de Jean-Christophe Baudequin et de Marco Ciampolini, qui est à ce jour le spécialiste. Regardez, 1248 pages, sa grosse synthèse en 3 volumes de Pittori Senesi del Seicento. Et il y a, malheureusement, ce n'est pas le document de la couverture, ce n'est pas un Vanni sur la couverture, mais Vanni y est en très bonne place. Il y a beaucoup d'œuvres reproduites et un gros chapitre. Donc, je ne l'ai pas dit, mais Raffaello Vanni est le fils de Francesco Vanni, le peintre du Cinquecento, du XVIe. Voilà, je passe à mon autre tableau. Donc, non, j'aimerais bien quand même présenter quelques photos. Est-ce qu'on peut m'aider à fermer ça ? Il faut que je passe au deuxième. Je vais présenter très rapidement un tableau de Montivilliers qui est donné à Guy François. Je vais faire ça très vite. Donc, la Vierge à l'enfant dans un paysage, il était anonyme jusqu'en 2020. Il semble, et alors là c'est carrément, c'est carrément sûr puisqu'on a voilà. Donc ça c'est après restauration, Guy François 1578-1650, un peintre qui a été retrouvé il n'y a pas très longtemps, notamment par Bruno Saunier. Montivilliers est à 15 km du Havre. Voilà, au nord-est du Havre. Voici l'abbatiale, une abbatiale très riche. Il y a à l'intérieur un Claude Derouet, un Adrien Sacquepé, un Letellier, maintenant un Guy François. C'est une espèce de pinacothèque de la peinture du XVIIe en raison de la richesse et de la naissance très influente, ou pardon, de l'identité influente de certaines abbesses et prieurs, nées par exemple dans les familles de Harlay, de Belfond. Après restauration, voici le livre Le Artina de Bruno Saunier, ça c'est la Madeleine pénitente qui se trouve au Louvre et qui doit beaucoup à Caravage et à Carlo Saraceni. Voilà. Donc d'octobre 20 à février 21, il a été restauré, à gauche, à droite. Vous voyez à quoi on est arrivé. Et moi, je n'avais pas de nom. Je pensais à quelqu'un qui était marqué par Laurent de la Hire, notamment par cette très belle partie, l'architecture ruinée. Là, c'est en cours de réintégration. C'est beaucoup plus beau que ça en vrai. Mais je ne voyais pas. Et puis, quelqu'un que vous connaissez bien, là encore, pour certains d'entre vous, Moana Vail-Curiel, me dit, va chercher du côté de Guy François, il y a quelque chose de Guy François. Moi, je pensais à un Letellier, je pensais à un peintre normand. Donc, Guy François n'est pas du tout normand, il est du Puy. Ses tableaux sont souvent dans le sud de la France, dans la Drôme, dans l'Auxerre, dans la Loire, département de la Loire. L'atteste d'allègement du vernis, délimitation à la craie, après restauration. Juste un détail, vous avez ici un lien corail merveilleux. On ne sait pas très bien ce qu'il représente, une espèce de bretelle qui tient la tunique de l'enfant, qui continue derrière la Vierge, son épaule, là on ne le voit pas, mais qu'on voit très bien ici. Moi je n'ai jamais vu ça sur une Vierge à l'enfant, 16e ou 17e, comme s'il y avait un lien matériel de ce corail qui a un sens, bien sûr, qui n'est pas seulement assorti à la jupe ou à la robe de la Vierge, et bien sûr le restaurateur a eu à cœur de le mettre en valeur, ce lien qui relie la mère et son fils le Créateur. Le paysage est bien remonté. À un moment, concernant ce rideau était assez déplaisant au départ. Et on se demandait s'il était complètement postiche, s'il avait été repeint au XVIIIe ou au XVIIe. Et en fait, non. Il est bien là dès le départ. Donc c'est bien une Vierge à l'enfant dans un paysage avec cet effet théâtral. Et ici, quel n'a pas été mon bonheur lorsque Siwan Calandri, dont je ne peux pas assez saluer la qualité du travail, me dit Vincent, vous savez, il y a FG, donc là ça ne soit pas très bien, un F et un G.
en capitale, italique, penché. Et en fait, c'est sur la partie repliée sur le cadre, donc on n'a pas pu, ce ne sera pas apparent, mais ce FG, c'est bien Guy François, et on a ça sur d'autres œuvres de lui, après vernis final. Donc, je remercie ces gens. Bien sûr, je remercie Vonavel Curiel, qui en l'occurrence a été un peu le Jean-Christophe Baudequin de cette attribution. Mais bien sûr, j'ai envie de dire, et Moana ne s'en vexera pas, rien ne vaut le fait de trouver un cachet ou une signature, ça vaut toutes les supputations, aussi brillantes soient-elles. Donc il se trouve que c'est un Guy François qui a passé la Loire. Il y en a un à Rome, non, il y en a un à Padoue, il y en a un au Louvre. Tout n'est pas resté au puits. Et c'est un artiste, bien sûr, dont le corpus a vocation à s'étoffer. Voilà, je vous remercie de votre attention. Oui, alors bonjour à tous. Moi, je suis Mathieu Fantoni, merci, conservateur des monuments historiques à la DRAC de Bourgogne-Franche-Comté sur le site de Besançon. Je vais prendre le pas de mon collègue et essayer justement d'introduire aussi l'intervention d'Hélène pour vous présenter des cas d'attribution qui sont des cas récents, qui ne sont pas forcément de mon fait, qui sont surtout des œuvres collectives en fait, pour parler de ce phénomène en fait de l'attribution qui peut être et qui doit être, à mon sens, collaboratif. Il y a des intuitions personnelles, il y a des recherches et des spécialités, mais en tant qu'agent du service des monuments historiques, on est souvent hors de son contexte, hors de son milieu de confort. Par exemple, moi, j'ai travaillé quelques années sur la peinture française du XVIIe siècle. La Franche-Comté, c'est une région qui a connu la guerre pendant tout le XVIIe siècle, qui n'était pas française jusqu'à la toute fin du XVIIe siècle. Donc, j'ai à peu près aucune chance de trouver les artistes sur lesquels j'ai travaillé, même s'il y a quelques modèles. Donc, c'est aussi, je trouve, dans notre mission, notre vocation d'être à l'origine de ces circulations d'informations, d'échanges, qui permettent de faire connaître les œuvres aux spécialistes aussi. On n'est pas là pour s'asseoir sur le patrimoine dont on a la responsabilité, au contraire, on doit le faire connaître. Et j'espère que c'est le fruit que vous tirerez de cette intervention, aussi sur la méthode que vous avez tous autant que vous êtes, et quel que soit votre degré de connaissance, pour nous permettre de faire avancer la recherche sur le patrimoine des monuments historiques. Alors je vais faire un petit laïus sur quelques outils qu'on a aujourd'hui et qui sont, je trouve, encore un petit peu mal aimés, alors qu'ils sont quand même assez optimisés par rapport à ce qu'on a pu avoir comme outil par le passé, notamment sur la plateforme ouverte du patrimoine, la base POP, qui permet d'avoir un premier moyen d'attribuer une œuvre. Vous verrez que le propos que je vais tenir va s'articuler sur les méthodes et les occasions que permettent les attributions, avec à chaque fois un exemple. Donc le premier moyen, c'était la veille, en fait, et finalement l'alimentation, le perfectionnement des notices qu'on peut avoir sur les objets. Il faut savoir que beaucoup d'objets, donc il y en a plus de 260 000 aujourd'hui, qui sont protégés au titre des monuments historiques, qui ne sont pas attribués. Parfois, les protections sont anciennes. Elles remontent en fait à l'origine des protections immeubles, puisque les premiers objets, sauf erreur, je crois que c'est en Normandie, à la broderie de Bayeux en 1840. Donc on a des très très vieilles protections. Et il y a eu une pratique de protéger sans vraiment documenter les œuvres. Donc on a, en tout cas, à DRAC Bourgogne-Franche-Comté, beaucoup de dossiers d'œuvres qui sont extrêmement maigres. Et donc on est parfois un peu démunis pour parler de ces objets. On n'a pas le temps de reprendre complètement la documentation. Mais la base POP, donc là vous avez juste les statistiques qu'on peut faire apparaître. Vous voyez, 275 000 notices, monuments historiques, mais je crois qu'on est un petit peu en dessous en termes d'objets. La base POP contient un onglet « Contactez-nous » qui permet d'ouvrir un mail et d'écrire donc à la médiathèque qui gère la base, qui elle-même, quand on a des questions à poser, relaie l'information au conservateur. Et c'est ces petits stimuli qu'on reçoit du grand public qui nous permettent parfois de trancher, de faire avancer la documentation sur un objet. C'est le cas que je vais vous présenter. C'est une histoire qui m'est arrivée il y a 2 ans. Ça concerne l'église de Cé-sur-Saône. Cé-sur-Saône, c'est une commune du département de la Haute-Saône, donc qui est l'ancien bailliage d'Amont de la province royale de Franche-Comté, qui a été assez riche puisqu'elle avait sur son territoire donc la famille des Beauffremont, qui étaient des abbés puissants, notamment de l'abbaye de Luxeuil, qui avait un grand château qui a complètement disparu à la Révolution française. On conserve l'église, donc vous voyez ici, qui ressemble beaucoup à l'autre église que je vais vous présenter, qui est une église typique franc-comtoise, notamment pour son clocher avec ce dôme en forme de cloche, qui est placé en position de clocher-porche, avec un vaisseau, une église halle, en fait, un grand vaisseau qui permettait de réunir les fidèles, une architecture assez fonctionnelle qui a été souvent appliquée comme un modèle, comme ça qu'on déclinait dans toutes les communes après la conquête française, donc durant tout le temps du XVIIIe siècle. Et donc sur la base POP,
se trouve la photo de ce tableau, qui n'est pas de très bonne qualité. Un Saint-Sébastien qui n'a pas d'attribution, pas d'école, et qui est signalé volé en 1980. Un touriste, un visiteur, je ne sais pas, quelqu'un qui a eu l'occasion de visiter l'église, a appuyé sur ce fameux bouton « Contactez-nous » de la BASPOP pour dire au service des monuments historiques, mais le tableau est toujours en place, donc la notice est erronée. Et effectivement, donc on est allé avec le conservateur des antiquités et objets d'art Jean-Louis Langrenier, qui est aujourd'hui à la retraite et qui a consacré 30 ans de sa vie à la Haute-Saône et qui a d'ailleurs fait un ouvrage que je vous recommande sur Anatole Amoudru, qui est un architecte qui est parfaitement l'incarnation de ce phénomène de reconstruction des églises. Donc il est allé photographier l'œuvre, il a prouvé qu'elle était toujours présente. Et on s'est surtout rendu compte en voyant ces photos qu'elle était d'excellente qualité et que c'était un tableau qui méritait sans doute qu'on s'y intéresse. Vous voyez que la protection, alors je ne l'ai pas noté, mais elle était ancienne, elle remontait au milieu du XXe siècle. Donc là, pour le coup, c'était un travail un petit peu solitaire, mais j'ai eu de la chance, puisque au moment où on a reçu cette demande et où cette photo nous est parvenue, il se trouve que ce tableau passait en vente. Bon, c'est un coup de chance hein, qu'on n'a pas forcément tous les jours. Ce qui m'a permis donc de rattacher, enfin, on peut en discuter naturellement, c'est une table ronde, le tableau de C'est-sur-Saône à celui donc, qui est passé en vente et qui est actuellement dans une galerie en Slovaquie, qui est donc à l'artiste Ottavio Vanini, qui est un Florentin du début du XVIIe siècle, enfin, qui a été actif principalement à Florence. Donc il y a des différences avec les œuvres. Il faut savoir que le tableau de C est extrêmement dégradé. En fait, on ne se rend pas vraiment compte, mais il est vraiment usé et il mériterait vraiment qu'on s'y attache un peu plus pour faire une bonne restauration. Mais du coup, donc, grâce à ce rapprochement, donc, l'information a été portée sur la BASPOP. Maintenant, l'artiste est référencé. On peut contester l'attribution, mais au moins, ça fait ressortir l'objet. Donc vous voyez comment d'une demande comme ça de vérification d'une simple donnée administrative, on arrive à une hypothèse d'attribution qui pourra susciter le débat, j'espère, et la venue de spécialistes de l'artiste. S'il y en a par ici, je serais très intéressé d'en discuter avec vous. Donc vous voyez, on a une telle masse d'objets déjà protégés qu'il est très important qu'on puisse faire une veille documentaire. Et vous tous, usagers de POP, qui peuvent avoir accès à ces images qui sont publiques, hein, vous pouvez contribuer. Si vous êtes à l'origine d'une proposition d'attribution, on vous demande de vérifier, mais votre autorialité, enfin votre nom est cité sur la BASPOP hein, comme auteur, donc ça ne grève pas votre recherche si vous l'avez faite. La seule chose qu'il faut argumenter, puisque c'est la conservation des monuments historiques qui valide éventuellement la demande de modification. Je vous dis que c'est important. Nous, c'est aussi pour faire un peu de publicité, à la DRAC, donc sur le site de Besançon, on a voulu être exemplaire avec ce partage d'informations. Donc on a versé l'intégralité des inventaires de la cathédrale qui ont été refaits jusqu'en 2022 sur la BASPOP, avec des champs qui sont maintenant extrêmement détaillés. Vous voyez ici un extrait de la notice d'un de nos petits tableaux de la cathédrale, qui est de Fra Bartolomeo, qui est arrivé en 1512 à Besançon, donc c'est un chef-d'œuvre absolu. On a mis tout ce qu'on avait sur Internet. On s'est dit que c'était l'idée que les chercheurs puissent consulter. Vous voyez, par exemple, on a mis beaucoup d'informations sur la restauration. C'est souvent des choses que les gens ignorent, à quel point les œuvres sont restaurées, ou trouver l'information d'archives pour approfondir l'étude. Donc là, vous avez tout. Et si vous contactez, on peut vous indiquer donc, où trouver ces rapports. Et on ne demande qu'à rencontrer des gens qui veulent en savoir plus sur ces objets. Voilà, donc vous voyez, la veille documentaire par les cathédrales peut aussi, donc, comme ça, approfondir la connaissance sur les objets. Je voulais vous montrer un deuxième moyen d'avoir fait des découvertes et des attributions. Donc, c'est la pratique des ensembles mobiliers. C'est ce qui a été présenté par ma collègue Ariane Dor. C'est une logique qui permet d'appréhender les monuments historiques par le fond, par l'ensemble, par l'épaisseur de toutes ces strates. Pendant bien longtemps, dans les monuments historiques, la pratique était d'aller voir les objets les plus intéressants, de les classer, et puis on ignorait un peu le fond de maison. Grâce aux ensembles historiques mobiliers et grâce aux propriétaires privés sans qui ces entreprises n'auraient jamais lieu, il faut quand même le dire, c'est grâce à eux principalement qu'on a ces découvertes extraordinaires. On s'est intéressé au domaine du portrait. Et là, dans le cadre d'un inventaire, donc pareil, c'est une image que vous verrez sur la BASPOP, mais à la demande du propriétaire, la localisation n'est pas indiquée. On a trouvé une signature, on a trouvé un HF dans un coin pour un portraitiste du 19e siècle. Donc, contact a été pris avec le musée de Lyon qui préparait l'exposition sur Hippolyte Flandrin. Et sans doute que vous ne verrez pas, mais ça correspond assez précisément à un dessin de Flandrin pour le même modèle. Donc, on a pu confirmer l'attribution grâce à Stéphane Pacou du musée des Beaux-Arts de Lyon. Et donc, vous voyez comme ça, on s'est rendu compte que ces portraits qui parfois sont vendus avec la maison, qui se vendent rien, parce que voilà, on ne connaît pas le personnage, on ne connaît pas forcément le peintre, en fait, ont une véritable valeur
qui est renforcée par l'appartenance à un fond. Donc là, on a un cas qui a été très important en Franche-Comté, et on va continuer la recherche, et on va sans doute trouver des portraitistes très importants qui sont comme ça un peu passés sous les radars. Appel aux amateurs, si vous cherchez portrait anonyme Franche-Comté, peut-être pas toute la France, vous allez tomber sur des portraits comme ça, qui viennent de ce fonds de maison aussi, qui sont pour l'instant pas attribués, mais on sent qu'il y a une vraie qualité, une vraie main de peintre, donc malgré les états de restauration, de conservation qui sont aléatoires, donc avis aux spécialistes. Voilà, dernier cas de figure, parce que je voulais vraiment passer en revue donc, des méthodes et des rencontres et des échanges pour vous montrer la diversité du travail qu'on a aussi dans nos relations avec les spécialistes. C'est le cas de l'église de Villers-Sexel, qui se trouve encore une fois dans le département de la Haute-Saône, département qu'il faut aller visiter. Il n'y a pas beaucoup de touristes, mais qui est extrêmement riche pour son patrimoine des retables. Donc à Cey-sur-Saône, on avait les Beauffremont. À Villers-Sexel, c'était les Gramont, qui avaient un château qui a été ruiné pendant la guerre franco-prusse, reconstruit dans un style néo-Louis XIII aujourd'hui, avec d'importants vestiges. C'est une propriété privée, classée monument historique. Et l'église conserve ce tableau, qui a été repéré donc, par Mathieu Gilles, qui travaillait alors au musée des Beaux-Arts de Dijon, si je ne fais pas d'erreur, comme étant directement lié à un dessin de Joseph Benoît Suvet, qui a été présenté au salon de 1788 comme appartenant à la collection de la marquise de Gramont-Salive, tout collé parfaitement. Donc le tableau a été attribué à Suvet, publié dans une exposition consacrée à l'artiste il y a quelques années, sans être déplacé, car il a un état de conservation, vous voyez, qui est assez difficile pour apprécier l'œuvre. Il est accroché très haut avec des effets de contre-jour qui fait que la photo que vous avez là, c'est pas ce qu'on voit dans l'église, c'est plutôt une tache noire sur le fond. Ce qui est intéressant, c'est qu'il avait un pendant. Et lorsque le tableau a été trouvé, donc, il a été signalé au CAOA, qui sont souvent le premier interlocuteur territorial de la DRAC, et qui a tout de suite repéré donc, que les œuvres semblaient faire pendant. Donc on a à droite, je ne vous l'ai pas dit, c'est une libération de Saint-Pierre, Joseph Benoît Suvet, donc Saint-Pierre qui est réveillé par l'ange qui va lui indiquer la voie en dehors du cachot avec les soldats qui sont assoupis. Et à gauche, c'est un Saint-Jean sans doute à Patmos, en train d'écouter l'ange. Et le tableau est signé. Alors, vous voyez peut-être ici, il est signé par Regnault, Jean-Baptiste Regnault, qui est un des plus grands peintres de la fin du règne de Louis XVI, qui a aussi eu une carrière après la Révolution. Là où l'histoire est assez belle, donc en 2015, les tableaux sont inscrits. À ce moment-là, il y a la réforme El Cap, il n'y a plus de CDOM, enfin, il y a un effet un peu de perte d'information. En 2018, on reprend les CRPA, donc qui sont les nouvelles commissions pour présenter les objets à la protection. Et le CAOA m'a signalé ces objets qui ont été présentés en Commission nationale du patrimoine de l'architecture, qui ont été classés en 2021. C'est pour vous dire qu'encore en 2021, on classe des objets comme ça, de noms très, très réputés. Et grâce au classement, grâce à toute la recherche qu'il y a pu avoir pour attribuer ces artistes, les tableaux ont été repérés par le musée des Beaux-Arts de Besançon, qui prépare une exposition pour le mois de novembre, qui sera dédiée à la production au XVIIIe siècle en Franche-Comté, qui va permettre de présenter 30 objets monuments historiques. Donc c'est exceptionnel d'avoir un rassemblement comme ça d'objets, parce que c'est chaque fois 30 communes, 30 propriétaires privés qui sont parfois pas du tout habitués à faire des prêts. Et donc, grâce à cette demande de prêt, on a réussi à convaincre la commune d'engager à ses frais, avec une aide de la DRAC à 50%, la restauration des 2 tableaux. Pour une petite commune, ça représentait une somme quand même assez importante, je peux vous dire de 40 000 €. Donc voilà, c'était une décision qu'on n'aurait peut-être pas pu avoir sans le classement, sans l'exposition, et vous voyez qu'on redécouvre complètement les œuvres. Alors là, c'est des photos que j'ai eues il y a quelques semaines. On verra les tests de masticage et de restitution des lacunes en atelier au mois de juillet, mais vous voyez qu'on va finalement gagner aussi un bénéfice à long terme pour la commune grâce à ces projets d'exposition. Donc voilà, c'est pour vous dire tout ça que l'exploration ne fait que commencer, puisque nos outils sont sans cesse meilleurs. On travaille aussi, je trouve, de mieux en mieux et de manière de plus en plus transparente avec tous les acteurs de la chaîne patrimoniale, des marchands qui peuvent avoir un objet grâce à leur base en ligne, c'est le cas de Cey-sur-Saône, jusqu'au musée. Je vous montre 2 exemples d'expositions qui ont récemment mis à l'honneur le patrimoine des églises et des monuments historiques. Une exposition qui avait lieu à Vannes et à Saint-Malo, organisée par la CRMH de Bretagne, avec l'aide du musée des Beaux-Arts de Rennes, et Guillaume Caserouni notamment, qui a beaucoup contribué, donc l'exposition Contemplation, avec Cécile Ouen et Christine Jablonski. Et en 2022, le 10 novembre, ouverture de l'exposition Le Beau Siècle à Besançon, avec des objets exceptionnels, une maquette du 18e, je ne sais pas si vous en connaissez beaucoup, qui est en main privée, qui est classée monument historique, et une quinzaine de tableaux d'église, le plus grand faisant 5,50 m. Donc c'est aussi une prouesse technique pour le musée.
Voilà, donc j'espère que ce panorama vous a permis de aussi mieux comprendre comment on travaillait dans une CRMH. Et je passe tout de suite la parole à Hélène pour gagner du temps sur un sujet plus ciblé. Merci Mathieu, merci Vincent. Moi, je trouve très réjouissant de voir cette recherche sur les tableaux se faire en direct. Vincent, à travers des œuvres qu'il a repérées lui-même et sur lesquelles il a souhaité travailler. Mathieu qui nous a bien montré comment pouvaient nous arriver les sujets, parce que la spécificité des conservateurs des monuments historiques, c'est qu'ils travaillent sur des œuvres qui ne relèvent pas directement d'eux, mais qui relèvent de leurs propriétaires, qu'ils soient publics ou privés. Alors moi, je vais vous présenter au moins un dossier, peut-être deux si j'ai le temps, sinon ce sera pour plus tard. Deux tableaux qui sont venus vers moi de manière diverse. Ce sont des exemples parmi d'autres, parmi les très beaux sujets que j'ai eu à traiter récemment dans le domaine de la peinture de chevalet. Il y a ces tableaux-là que je vous montre qui ont été publiés récemment dans la Revue de l'Art. C'est pour ça que je ne vais pas faire mon intervention sur ces deux tableaux, mais qui sont des tableaux d'un peintre lillois qui s'appelle Bernard-Joseph Vamp. Donc ici, un mariage de la Vierge et là, un repos pendant la fuite en Égypte, qui sont des tableaux conservés à Châteauroux, dans l'église Saint-André, qui est une église de la fin du 19e siècle, dont vous voyez ici la silhouette, donc, où on n'attendait pas forcément des chefs-d'œuvre des années 1735-1736, sur lesquels on n'avait rien qui était tout à fait inédit, sur lesquels mon attention a été attirée par l'association de quartier, qui voulait absolument qu'on restaure ces tableaux accrochés dans le noir au-dessus de confessionnaux. Et on leur a fait confiance, on les a décrochés, on les a regardés, on s'est rendu compte immédiatement que c'était des tableaux d'une qualité remarquable, qui sont, et ça c'est une spécificité des monuments historiques, je crois, dans un état d'authenticité absolument remarquable. Les toiles sont les toiles d'origine, les châssis sont les châssis d'origine. Ces tableaux n'ont jamais été restaurés de manière fondamentale avant l'intervention dont ils ont bénéficié en 2020-2021. Et une recherche de première main a permis de comprendre que ces tableaux avaient été commandés pour l'église des Capucins du Marais à Paris, au sein d'un cycle de 8 œuvres sur la vie de la Vierge qui ornait la nef dans les années 1730, cycle auquel ont participé parmi les plus grands peintres du temps, comme d'André Bardon, par exemple. Voilà, donc ça c'était une belle surprise, pour vous dire encore une fois qu'il y a de très belles choses à regarder dans les églises, que les bases de données c'est bien, mais des photos sur des bases de données on en a plein. Et ce qui permet de bien comprendre une œuvre et qu'il y a un sujet, c'est quand même d'aller voir, d'aller dans les églises, de regarder. Moi, j'ai ce souvenir de Pierre Rosenberg qui me disait si vous avez l'impression que c'est une croûte, allez voir d'autant plus, gratter, parce que ça veut dire que personne ne l'a regardé et que peut-être qu'il y a beaucoup de choses à voir. Alors ça, c'est l'exemple dont je vais vous parler là de manière un petit peu plus détaillée, qui est venu à moi dans le cadre de la préparation de l'exposition Botticelli, qu'un certain nombre d'entre vous ont certainement vu au musée Jacques Marandré à Paris récemment, et donc ce sont les commissaires de l'exposition, et notamment Matteo Gianeselli, qui est conservateur des peintures au Musée national de la Renaissance au Château d'Écouen, et qui surtout est un spécialiste de la peinture italienne, et qui a participé au programme de recherche Rétif, piloté par Michel Laclotte, et qui a consisté à regarder un peu tous les tableaux italiens anciens de France pour les évaluer. Et il avait vu donc, le tableau dont on va parler là sur photo, qui était considéré comme une copie d'après Botticelli, et il m'appelle pour me dire mais en fait qu'est-ce que c'est ? Et alors ça, c'est le déclencheur de toute l'affaire, c'est ce qu'est-ce que c'est. Et alors, donc moi j'ai regardé dans mes dossiers, c'était un tableau qui avait été inscrit au titre des monuments historiques en 1972 comme tableau avec cadre ancien, point.
Donc c'était un tableau, indéniablement, avec un cadre qui s'avère pas du tout ancien, enfin 19e quoi. Donc j'ai compris qu'il fallait regarder. Donc je suis allée sur place. Donc c'est une toute petite église dans un village qui s'appelle Champigny-en-Beauce, à 10 km au nord de Blois, une église qui elle-même n'est pas protégée parce qu'elle n'a pas de caractère architectural remarquable. En regardant ce tableau, il m'est apparu de manière assez évidente que c'était pas du tout une copie du 19e siècle, que c'était un tableau ancien. Peut-être contemporain de Botticelli, mais là, c'était quand même entrer dans des considérations un peu complexes, mais en tout cas qu'il fallait travailler et regarder. Donc on a commencé par faire tout ça, on a décroché le tableau. Les gens de la petite commune, qui doit compter 200 ou 300 habitants, étaient tout surpris qu'on prête tant d'attention à ce tableau dans leur église. On s'est rendu compte donc, que le cadre n'était pas ancien, mais parfaitement italien du 19e siècle. Il adopte d'ailleurs une technique qui est assez proche des deux tableaux de l'atelier de Botticelli qui sont présentés dans la tribune du musée Condé à Chantilly, donc ce qui nous dit quelque chose de l'activité du marché florentin au milieu du 19e siècle par lequel est passé notre tableau, mais là j'anticipe. Alors ce tableau, donc on l'a décroché, alors on l'a regardé, on a regardé son cadre, on a regardé sa face, on a regardé évidemment l'arrière. Alors dans un premier temps, on a été un petit peu triste de voir que le châssis avait été changé récemment à l'occasion d'une restauration qui a eu lieu dans les années 80 et en plus rentoilé, donc ce qui nous gêne pour appréhender véritablement la matérialité du tableau. En revanche, vous voyez en bas à droite là une petite chose rouge qui est un cachet de cire de collectionneur qui a été heureusement découpé sur la toile de rentoilage précédente et recollé sur la nouvelle toile de rentoilage. Et donc ça a été le début de l'enquête. On a essayé de comprendre ce qu'étaient ces armes, qui étaient très difficiles à interpréter, et vous verrez de quoi il retourne. Alors, en tout cas, l'intérêt du tableau m'a évidemment conduite à contacter, à souhaiter des investigations complémentaires. Et s'agissant d'un sujet quand même compliqué, un tableau de l'atelier de Botticelli ou pas, j'ai contacté le Centre de recherche et de restauration des musées de France à Versailles, qui a accepté de prendre le tableau pour l'étudier en profondeur et pour qu'il bénéficie d'une analyse complète d'imagerie scientifique. Et cette analyse s'est avérée extrêmement fructueuse, puisqu'on s'est rendu compte que la technique du tableau, que ce soit la technique picturale en elle-même, mais aussi la technique préparatoire à la mise en peinture de ce tableau, était tout à fait caractéristique de la pratique de l'atelier de Sandro Botticelli. Pour le dire, on s'est entouré évidemment d'un comité scientifique auquel participaient les commissaires de l'exposition du musée Jacques Marandré. Et je ne vous refais pas tout le détail du dossier, mais parmi les éléments absolument convaincants de cette étude, il y a ces traces d'incision sur certains éléments structurants de la composition de l'œuvre, qui témoignent donc de l'utilisation d'une technique de calque, qui était caractéristique de l'atelier de Botticelli. Donc à partir du dessin du maître, un calque était réalisé par ses assistants pour reporter la composition d'ensemble sur la couche préparatoire fraîche et ensuite procéder à la peinture elle-même. Voilà, des observations aussi sur la technique de détourage des figures, sur le traitement des pigments et la nature des pigments utilisés, notamment cette teinte un petit peu verte qui est caractéristique, là encore, des pigments utilisés dans l'atelier de Sandro Botticelli, et une analyse donc du liant qui a montré qu'il s'agissait donc d'une peinture avec un liant gras qui témoigne là encore des premières expérimentations réalisées dans l'atelier de Sandro Botticelli autour d'une technique de peinture qui ne soit plus une peinture à la détrempe, mais une peinture qui se rapproche de la peinture à l'huile qu'importent les Flamands à ce moment-là à Florence.
Voilà, donc ce tableau, vous le voyez ici, avant la première restauration des années 80, dans un état de conservation assez précaire, hein, notamment une grande déchirure sur la partie basse qui explique que certaines parties du tableau sont plus faibles que d'autres, mais s'avère donc être un tableau de très grande qualité qui, par son traitement pictural, par la nature technique des pigments utilisés, des liants utilisés, est tout à fait caractéristique de l'atelier de Sandro Botticelli. Il est rattaché à un groupe d'œuvres issus également de l'atelier, donc parmi lesquels l'œuvre Princeps, sans doute, en tout cas celle qui est considérée comme la première aujourd'hui, est cette Vierge à l'enfant avec le jeune Saint Jean-Baptiste, datée vers 1490-1495, qui est conservée au palais Pitti à Florence. Donc vous voyez que ces tableaux sont tous peints sur toile, ce qui est une rareté pour la peinture florentine de l'époque, mais ce qui est une pratique courante dans l'atelier de Sandro Botticelli. Et vous voyez évidemment qu'il y a des variantes. La variante la plus importante étant le retournement de la composition qui, pour un tableau de cette époque, s'explique très bien par l'usage de ce calco qui, au bout d'un moment, est inversé par les assistants du maître, comme font les enfants en fait, hein, pour pouvoir le réutiliser et puis pour obtenir des variantes de composition qui sont recherchées à l'infini. Donc variante dans l'orientation de la composition, variante dans le traitement des fonds, dans le traitement des détails du vêtement ou des auréoles. Un élément très curieux de notre tableau de Champigny-en-Beauce, c'est aussi cette ombre que vous voyez à l'arrière de la Vierge qui nous a beaucoup surpris. Les analyses conduites au C2RMF démontrent que cette ombre n'est pas un ajout ultérieur, mais véritablement quelque chose qui est mis en place dès l'origine, et ce qui nous a incité à dater notre tableau d'une dizaine d'années ou d'une quinzaine d'années plus tard que le tableau du Palais Pitti de Florence, puisque en 10 ans, autour de Florence, il se passe beaucoup de choses, comme vous savez, dans l'évolution stylistique de la peinture. Alors, il y a seulement une autre version qui est connue, donc vous voyez, il n'y en a pas 50. Hein. Cette autre version, c'est celle que vous voyez ici, qui est conservée au Barber Institute of Fine Arts de Birmingham, qui est un tableau assez mal documenté, un achat sur le marché en 1943, qui reprend la composition dans le même sens que le tableau de Champigny-en-Beauce, avec d'autres variantes sur les fonds. Voilà, donc vous allez me dire, mais que fait ce Botticelli à Champigny-en-Beauce ? Vous aurez raison de me poser la question, c'est la question que m'a posée le maire de Champigny-en-Beauce, qui était un peu effrayé par toutes nos histoires, pour tout vous dire. Alors, l'hypothèse est la suivante. Ce tableau donc, qui apparaît sur les cartes postales du début du XXe siècle pour la première fois, là vous devrez me croire, mais il est là à gauche de l'autel de l'église, ne figure pas explicitement dans l'inventaire effectué en 1906 suite à la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905, parce que ces inventaires sont très souvent succincts, allusifs. Donc on a 3 tableaux dans l'église de Champigny, mais voilà, on ne peut pas savoir si c'est celui-ci ou pas. En revanche, le cachet de cire dont je vous ai parlé tout à l'heure a été identifié par Philippe Palazzi, spécialiste de l'héraldique, missionné par la Drac Centre Val-de-Loire qui séchait sur ce cachet. Et il a trouvé la solution au cimetière des Anglais à Florence, sur la tombe que vous voyez à droite, qui est celle du fils d'Arnold Savage Landor, écrivain anglais du XIXe siècle, très peu connu en dehors de l'Angleterre, mais très connu en Angleterre, qui a vécu une partie de sa vie à Florence, sur les hauteurs de Fiesole, à la Villa Gherardesca, que vous voyez ici, notamment dans les années 1820-1835, et il s'avère qu'il réunit dans cette villa une collection
de tableaux italiens du Moyen-Âge et de la Renaissance qui, à ce jour, n'est pas étudié. Donc c'est un sujet, vraiment, à mon avis, un sujet de thèse, d'ailleurs. Le fonds le plus important que j'ai pu identifier de tableaux de sa collection est conservé au musée à la Christ Church Gallery de l'université d'Oxford. 29 tableaux donnés par les petites nièces de Walter Savage Landor à la Christ Church Gallery. Voilà, j'ai pas pu me déplacer à Oxford pour consulter les papiers de cette donation, mais en tout cas, on sait que notre tableau de Champigny-en-Beauce est passé par la collection de Savage Landor à Florence dans ces années 1830, on va dire. Et après, comment arrive-t-il? Donc, il l'a probablement acheté sur le marché florentin, voilà, peut-être chez le même marchand que celui chez qui le duc d'Aumale a acheté les deux Botticellesques qui sont aujourd'hui dans la tribune du musée Condé à Chantilly. Alors, je n'ai pas encore la preuve de ce que j'avance, mais il semble très probable que ce tableau soit arrivé à Champigny par l'intermédiaire de cette dame que vous voyez ici, Madame Juvénal Dessaigne, née Marie de Lalain Chaumel, qui est en fait l'épouse d'un notable du Loir-et-Cher installé à Champigny-en-Beauce au XIXe siècle. Si lui a une action philanthropique très importante, il ne s'intéresse pas, semble-t-il, du tout à l'art ou à la peinture. En revanche, Madame de Lalain Chaumel est Mademoiselle de Lalain Chaumel est issue d'une famille très cultivée, rencontre son mari alors qu'il habite sur le quai Voltaire. Elle s'intéresse beaucoup à la peinture et donc il semble tout à fait probable que le tableau soit arrivé à Champigny-en-Beauce par son intermédiaire, soit passé par cet appartement du quai Voltaire dont on n'a pas encore retrouvé l'inventaire. Voilà, donc vous voyez un tableau qui était dans une petite église non protégée de la Beauce, qui était considéré comme un tableau d'abord, puis comme une copie d'après Botticelli ensuite, méritait véritablement qu'on s'y intéresse. Tout à l'heure, Mathieu a dit qu'on avait protégé longtemps des objets sans forcément prendre le temps de les documenter. Il faut savoir que la protection des objets mobiliers, notamment l'inscription des objets mobiliers, est une protection récente et donc qu'on a protégé depuis les années 70 beaucoup d'objets pour les sauvegarder en disant ensuite on prendra le temps de l'étude. Et il faut savoir aussi que nous bénéficions, nous, de toute la recherche de nos contemporains et de nos prédécesseurs et des outils aussi numériques actuels qui nous permettent de conduire une recherche qui était beaucoup plus difficile de conduire auparavant. Voilà, donc ça c'est un exemple parmi d'autres, particulièrement plaisant parce qu'il s'agit d'un grand nom, qu'il s'agit d'un tableau rare de la Renaissance italienne, évidemment présent en Loir-et-Cher et jamais identifié avant cette recherche conduite en 2020-2021. Il est aujourd'hui classé au titre des monuments historiques. Il est en dépôt au Musée national de la Renaissance au Château d'Écouen pour 1 an pour vous permettre d'aller le voir facilement. Voilà, c'est toujours un plaisir de retourner à Écouen. Il est exposé dans la chapelle. Il bénéficie d'une lumière magnifique, donc allez-y. Mais d'ici 1 an, il retournera à Champigny-en-Beauce parce que c'est un tableau qui est classé au titre des monuments historiques en tant que je veux dire, patrimoine de cette commune. Il a du sens à Champigny-en-Beauce. Le maire de Champigny m'a dit, mais si on l'envoyait au Louvre, ça n'aurait finalement pas tellement de sens, parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est que cette belle peinture soit partout, que les personnes qui passent du côté de Champigny-en-Beauce ou qui naissent à Champigny-en-Beauce puissent voir de la peinture de Botticelli chez eux. Et ça, je crois que c'est une source de fierté. Voilà. Merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, je voulais savoir, est-ce qu'il n'y a pas des risques que ce tableau soit volé après dans l'église, qui parfois on sait très bien qu'elles sont facilement pénétrables, voilà. Alors, la vie est un risque. Oui. Des vols, il y en a partout. Il y en a eu à Fontainebleau, il y en a au Louvre. Donc on va faire en sorte de le sécuriser physiquement
le mieux possible. Didier Rickner, qui est là, qui a accompagné la restauration d'un merveilleux tableau de Peter Hertzen, qui est dans une toute petite église du nord du Loir-et-Cher, a vu quelle sécurisation matérielle on pouvait apporter à ce tableau. Après, la meilleure sécurisation qu'on puisse faire, c'est certainement celle qu'on est en train de faire, c'est-à-dire le classement, la publication sur les bases, le fait de le faire connaître. Ce tableau, il est inaliénable, imprescriptible, il ne peut pas franchir les frontières de manière légale sans autorisation de l'administration en charge des monuments historiques. Donc après, peut-être qu'il peut être volé, rien n'est impossible, mais il retournera à Champigny-en-Beauce dès qu'il sera retrouvé et Interpol veille, voilà. Je voudrais rebondir sur cette question parce qu'elle a introduit la question que je voulais poser moi-même. D'abord, pour avoir discuté beaucoup avec les policiers chargés du vol des œuvres d'art, il y a de moins en moins de vols d'œuvres d'art, même si malheureusement ça existe encore, puisqu'à Fécamp, il vient d'avoir un vol assez important dans l'abbaye. Mais ça arrive, mais comme c'est un risque, effectivement, du moment que c'est sécurisé, les policiers disent il faut laisser, il n'y a pas de problème, on peut laisser les œuvres dans les églises. Et la question que je voulais poser, c'était est-ce que cette église sera ouverte au public? Parce qu'il n'y a rien de plus agaçant que d'arriver et de voir une église fermée, ce qui est plus dangereux pour les œuvres, parce que quand quelqu'un veut pénétrer, on ne s'aperçoit pas qu'il va pénétrer, parce qu'il referme la porte derrière lui, parce que l'air ne circule pas, donc c'est pas bon. Donc il faut laisser les églises ouvertes. C'était ma première question. Ma deuxième question, c'était sur l'église elle-même. Elle n'a pas d'intérêt pour l'inscription, elle a l'air quand même assez jolie, je ne sais pas de quand elle date, mais elle mériterait une inscription, me semble-t-il. Pour la première question, alors en effet, l'église jusqu'à présent est fermée. Alors, ça se trouve juste en face de la mairie, donc on peut s'adresser à la mairie et faire ouvrir l'église sans problème. Il y a toujours quelqu'un. Au moment où le tableau va revenir, peut-être en effet que ça va susciter du passage. Il se trouve que par ailleurs à Champigny-en-Beauce, il y a un patrimoine absolument passionnant qu'on va essayer de valoriser aussi autour de. En fait, il y a une sorte d'équivalent du familistère Gaudin pour les ouvriers agricoles. Donc on va essayer de travailler là-dessus pour faire un parcours patrimonial dans la ville et faire en sorte que la visite de l'église soit une étape du parcours. Donc en effet, c'est work in progress pour essayer de faire ouvrir cette église davantage. Et d'autre part... L'inscription de l'église. Ah, l'inscription de l'église. Alors, architecturalement, elle est vraiment extrêmement modeste. Donc, il y a plusieurs objets qui sont protégés. Là, j'ai parlé d'un tableau, mais il y en a d'autres. Difficile. En revanche, on va protéger sans doute la cité agricole en question. Une question, Hélène, du coup j'en profite. Est-ce qu'elle est dans le périmètre des abords du monument d'à côté? Parce que souvent c'est une protection à laquelle on ne pense pas en fait. Pour l'instant, il n'y a pas de monument dans la commune. Okay. Quel plaisir de retrouver ce tableau parce que j'ai visité 2 fois l'exposition de Botticelli à André Jacquemart. Donc c'est un bonheur. Et ça me fait penser un exemple de la tableau de l'église Autun, Chancelière et la Vierge, qui est déposée actuellement au musée du Louvre. Mais c'est ce que vous avez dit, donc ça c'est exemple existé. Mais avant, donc je ne sais pas, donc ça appartient à l'église Autun, donc dans une ville pas très grande, Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Oui, beaucoup de tableaux qui sont maintenant dans les inventaires du Louvre qui sont plus... je crois que la Vierge Chancelière-Rolien est vraiment dans l'inventaire du Louvre. Maintenant, ce n'est pas un dépôt de la commune au Louvre, c'est une propriété. Ouais. Et d'ailleurs, au 19e, je crois qu'ils ont, je ne suis pas du coup en charge de cette partie de la Bourgogne, mais ils ont échangé justement la Vierge Chancelière-Rolien contre le martyr de Saint-Symphorien d'Ingres, comme une compensation pour la ville et la cathédrale d'Autun. Donc je ne sais pas si ça... Oui, c'est un échange, d'accord. C'est un échange. C'est comme ça qu'on faisait au 19e parfois, mais voilà. Donc ça, c'est pas possible. Ouais. Voilà. Et il y a aussi l'inverse. On a beaucoup de dépôts des musées dans les églises. Souvent, on ne le sait pas, mais notamment à Clairvaux-les-Lacs, dans le Jura, c'est une autre découverte qui était une semi-découverte. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait les objets du Louvre déposés depuis 1808, notamment un ensemble de Coipel, Jouvenet, Vien. Voilà, donc qui avait été un peu oublié, qui a été classé monument historique. Donc vous voyez, on en trouve toujours. Ça va dans les deux sens en fait. Des musées vers les monuments historiques, c'est aussi une possibilité. Et j'ai une proposition pour Madame Carbonel, c'est que très récemment, dans le château Versailles, donc il y a une très belle exposition qui s'appelle le trésor retrouvé. Donc c'est les 2 sculptures. Voilà.
Et ça peut être un exemple très intéressant pour votre découverte, parce que si vous avez, vous avez avancé votre recherche, et donc vous pouvez proposer une exposition extraordinaire. Hein. Donc surtout, c'est la Renaissance italienne. Hein. C'est incroyable. Je voudrais prolonger les éléments qu'a apporté Mathieu à votre étonnement ou à votre remarque, monsieur. Bon, Hélène a terminé son exposé en défendant chaleureusement la présence, la permanence de l'œuvre monument historique après son inscription ou son classement, ou même on peut imaginer sans protection monument historique dans son lieu, dans son ADN, dans son biotope en quelque sorte. Et évidemment, nous tous, conservateurs des monuments historiques ici présents ou amateurs de patrimoine, on ne peut que partager ta fermeté, ton enthousiasme. Mais je voudrais juste rappeler ici qu'en fait, il y a deux syndromes qui s'opposent. Il y a le syndrome un peu Enguerrand-Carton, on trouve sa Pietà, elle est trop belle pour rester dans sa commune d'origine. Hop, c'est le Louvre qui est digne de l'héberger. Voilà. Et puis le maire, comme tu as dit, qui est sans doute un monsieur sensé, dit on pourrait le déposer au Louvre. Donc ce syndrome un peu de dépôt au Louvre, qui est une espèce de grand département totalitaire et protecteur, enfin voulu protecteur, versus le maintien pur et dur dans la commune, semble n'être pas fini dans l'imaginaire collectif, où on peut imaginer que l'œuvre est trop belle, ou trop précieuse, ou trop fragile. Alors là, il y aurait beaucoup d'exemples, le reliquaire de Conques, mon reliquaire, entre guillemets, mon de Saint-Aurin, telle statue de Saint-Louis qui est dans une humble chapelle du Bocage normand. Donc, j'ai rien dit en disant ça, mais tu fais bien de préciser notre credo scientifique, parce que la belle peinture doit être partout, et je trouve que la formule de la sauvegarde de l'art français, le plus grand musée de France, les églises, est tout à fait juste. Si on les dépouille, il y aurait un enrichissement exponentiel des musées qui n'a pas beaucoup de sens. Donc ça me désole un peu qu'en 2022, il faille rappeler cela comme si on était les opposants de 1910, 1920. Je ne parle même pas du dépouillement des cloisters, enfin des cloîtres du sud-ouest de la France qui sont allés aux cloisters, mais on a l'impression que mutatis mutandis, les choses ne changent pas tant que ça.